La pluie martelait les pavés de la rue de Rivoli comme un verdict implacable. Et dans ce café enfumé du Marais, Pierre me fixa avec des yeux qui n'avaient plus rien à cacher. 15 ans de dossiers partagés. De nuits blanches sur des plaidoiries impitoyables. Et voilà qu'il murmura ces mots qui firent trembler le monde, « Je t'aime. » Depuis toujours. Mon cœur s'emballa. Un tourbillon de joie et de terreur. Car je savais que ce silence brisé allait tout changer. Ou nous détruire. Paris. Cette ville de lumière et de secrets. Nous avait vu grandir ensemble depuis nos premières années au barreau. J'étais Antoine. 39 ans. Un avocat pénaliste aux prises avec les ombres de la justice française. Un homme qui avait appris à verrouiller ses sentiments comme on scelle un acte notarié. Pierre. Mon aîné de 3 ans. Quarantaine affirmée. Était ce collègue que j'appelais mon frère d'armes, grand. Athlétique malgré les heures penchées sur les codes. Avec un sourire qui désarmait les juges les plus sévères. Nous étions tous deux nés en France. Lui à Lyon d'une famille d'enseignants provençaux. Moi à Bordeaux dans le tumulte d'un foyer ouvrier. Mais Paris nous avait unis en 2010. Lors d'une affaire de corruption qui nous avait lancés dans le grand bain du palais de justice. Ce soir-là. Après une audience épuisante où nous avions défendu un client accusé de fraude fiscale, un jeune entrepreneur immigré qui risquait la déportation malgré son rêve d'intégration. Nous nous étions réfugiés dans ce bistrot pour noyer notre frustration dans un verre de Bordeaux. La tension de la journée pesait encore, le procureur avait été impitoyable. Et Pierre, avec son éloquence habituelle, avait failli craquer sous la pression. Antoine, dit-il en posant son verre. Il y a quelque chose que je dois te dire avant que la vie ne nous vole une chance de plus. Sa voix tremblait. Un son que je n'avais jamais entendu chez cet homme d'acier forgé par des années de combat judiciaire. Je levai les yeux. Surpris par l'intensité de son regard. 15 ans. C'était le temps que nous avions passé à nous côtoyer. À partager des dîners tardifs après les victoires. Des silences complices lors des défaites. Nous avions ri ensemble des absurdités du système. Pleuré pour des innocents condamnés. Et dans ces moments, une étincelle fugitive avait toujours dansé entre nous. Vite étouffée par la peur du scandale dans un monde où l'amour entre hommes était encore murmuré comme un vice. Pierre avait été marié un temps. À une avocate brillante nommée Claire. Un mariage de raison qui s'était effrité sous le poids de son absence intérieure. Moi. J'avais collectionné des liaisons éphémères. Des nuits anonymes dans les bars gays de Pigalle. Fuyant tout attachement qui pourrait fissurer notre amitié sacrée. Parle, murmurai-je. Le cœur battant la chamade. Ignorant que ces mots allaient déverrouiller une porte scellée depuis trop longtemps. Il inspira profondément. Ses doigts serrant le bord de la table comme s'il s'accrochait à un dernier fil de raison. Depuis notre première affaire ensemble. Ce jour où tu m'as sauvé la mise avec ton argument sur l'article 122A3 du Code pénal. J'ai su que tu étais plus qu'un collègue. Chaque regard échangé. Chaque main posée sur mon épaule pour m'encourager. C'était de l'amour. Antoine. Un amour que j'ai enterré par peur de te perdre. Par peur de ce que Paris. Nos familles. Le barreau dirait d'une telle vérité. Les larmes perlaient à ses paupières. Et pour la première fois, je vis l'homme derrière le masque, vulnérable. Humain. Brisé par des années de solitude. Mon esprit remonta le temps en un éclair. Je me rappelais notre voyage à Cannes en 2012. Pour une conférence sur les droits des minorités ou ironie du sort. Nous avions marché sur la croisette au clair de lune. L'air salin chargé de promesses non dites. Pierre avait frôlé ma main. Un geste fugace que j'avais attribué à l'ivresse du vin rosé. Puis vint 2015.
L'année du mariage pour tous qui avait libéré la France mais pas nos cœurs, nous avions fêté la loi dans un bar du quartier latin. Entourés d'amis gays et lesbiennes. Et dans l'euphorie. Nos lèvres s'étaient effleurées par accident ou était-ce un accident? Avant que je ne recule. Terrifié par l'intensité qui montait en moi. Pourquoi maintenant, demandai-je. La voix rauque. Sentant une chaleur interdite irradier dans ma poitrine. Parce que l'affaire d'aujourd'hui m'a rappelé que la vie est trop courte pour les silences. Notre client. Ce jeune homme qui fuit la persécution en Afrique pour aimer qui il aime. Il m'a renvoyé à ma propre lâcheté. Et toi? Antoine. Tu mérites la vérité. Si tu me repousses, je l'accepterai. Mais sache que ces 15 ans n'étaient pas que de l'amitié pour moi. Le silence s'étira. Plus lourd que les trompes d'eau dehors. Paris bruissait autour de nous, klaxons étouffés. Rire lointain. Le murmure éternel de la Seine qui charriait les secrets de la ville. Je pensais à ma propre prison, ces nuits où je m'éveillais en sueur. Hanté par des rêves où Pierre et moi étions libres. Main dans la main sous les ponts illuminés. J'avais aimé des femmes par convention. Des hommes par furtivité. Mais Pierre. Il était le fil rouge de mon existence. Le collègue qui m'avait vu au plus bas lors de ma dépression en 2018. Après la perte d'un procès pour un adolescent transgenre maltraité par sa famille. Il m'avait tenu dans ses bras cette nuit-là. Sur le balcon de mon appartement à Montmartre. Et j'avais feint le sommeil pour ne pas affronter la tentation de ses lèvres. Je ne sais pas quoi dire, balbutiai-je. Mais mes yeux trahissaient tout, la réciprocité. Cette flamme que j'avais nourrie en secret. Il sourit tristement. Se levant pour payer l'addition. Prends ton temps. Mais sache que je t'attendrai. Comme toujours. Nous sortîmes dans la nuit pluvieuse. Parapluie inutile contre le déluge intérieur. En marchant vers le métro, nos épaules se frôlèrent. Et pour la première fois, je ne m'écartai pas. Le lendemain, au cabinet rue de Grenelle, l'air était chargé d'une électricité nouvelle. Nos regards se croisaient au-dessus des dossiers. Prolongés. Lourdes promesses. L'affaire du jeune entrepreneur se compliquait, des preuves falsifiées émergèrent. Impliquant un réseau de corruption au sein de la préfecture. Pierre et moi plongeâmes tête la première. Nos nuits se muant en veille partagée dans la bibliothèque du bureau. Entourés de lourds volumes du Dalloz et de l'odeur du café brûlé. C'est lors d'une de ces sessions. Vers minuit. Que la kermesse recommença. Antoine. Et si on arrêtait de prétendre, lança-t-il soudain. Refermant un code pénal avec un claquement sec. La pièce était faiblement éclairée par une lampe de bureau. Projetant des ombres dansantes sur les murs tapissés de diplômes. Je levai la tête. Le cœur en ébullition. Prétendre à quoi? À ce que nous sommes. Des amis. Des collègues. Quand nous pourrions être. Plus. Sa voix était un murmure. Mais ses yeux brûlaient d'une urgence qui me cloua sur place. Je me levai lentement. Contournant la table jonchée de papier. Pierre. Si nous franchissons cette ligne. Rien ne sera plus comme avant. Le barreau. Nos réputations. Et si ça nous détruit? Il rit doucement. Un son amer teinté d'espoir. La destruction. C'est ce que nous vivons déjà. En nous niant. Souviens-toi de 2020. La pandémie. Confinés chacun chez soi. Mais nous nous appelions tous les soirs. Tes mots m'ont sauvé. Antoine.
Et les miens? Ils étaient des confessions voilées. Les souvenirs affluèrent, ces appels où sa voix chevrotante masquait une tendresse infinie. Où j'avais failli lui dire que son rire était ma lumière dans l'obscurité des quarantaines imposées. Au lieu de cela, nous avions parlé de clients. De la France en pause. De nos peurs collectives. Mais sous les mots, il y avait eu ce courant souterrain. Ce désir inavoué qui nous liait plus que n'importe quel serment professionnel. Je m'approchai. Nos souffles se mêlant dans l'air confiné. J'ai peur. Pierre. Peur de t'aimer comme tu m'aimes. Parce que ça rendrait tout réel. Et le réel fait mal. Ses mains trouvèrent les miennes. Chaudes. Assurées. Alors laissons-le faire mal. Ensemble. Nos lèvres se rencontrèrent dans un baiser hésitant. Puis vorace. Un raz-de-marée de 15 ans de retenue. Le monde s'effaça, plus de dossiers. Plus de juges. Seulement nous. Deux hommes français ordinaires. Avocats du cœur autant que de la loi. Découvrant que l'amour n'était pas un crime mais une absolution. Mais le destin. Cruel comme un procureur zélé. Ne nous laissa pas savourer cette paix naissante. L'affaire de notre client s'envenima, des menaces anonymes arrivèrent au cabinet. Des appels nocturnes où une voix déformée promettait des représailles si nous creusions trop profond. Abandonné. Où vous paierez, sifflait-elle. Pierre. Toujours le chevalier. Insista pour enquêter seul. Mais je refusai. Nous sommes dans le même bateau. Maintenant plus que jamais. Une nuit. Alors que nous fouillions des archives numériques dans mon appartement surplombant la tour Eiffel ou ironie d'une vue romantique sur une enquête sombre. Un bruit fracassant brisa le silence. La porte d'entrée vola en éclats. Et deux silhouettes masquées surgirent. Armées de barres de fer. Où sont les preuves, grogna l'un d'eux. Son accent parisien trahissant une origine banlieusarde. Pierre réagit le premier. Me poussant derrière le canapé tandis qu'il saisissait une lampe comme arme improvisée. Antoine. Appelle la police, cria-t-il. Mais le chaos s'empara de la pièce. Un coup de barre atteignit son épaule. Un craquement sinistre retentit. Et il s'effondra avec un gémissement de douleur. La rage me submergea, je bondis, attrapant un vase en porcelaine pour assommer l'assaillant le plus proche. L'autre s'enfuit dans la nuit, laissant derrière lui un sillage de verre brisé et de sang. Les sirènes hurlèrent bientôt. Et l'hôpital Saint-Louis nous avala dans son tourbillon aseptisé. Pierre, pâle sous les néons, serrait ma main malgré la morphine. C'est ma faute? Murmura-t-il. J'aurais dû te protéger. Non. C'est notre faute à tous les deux. Répondis-je. Les larmes coulant librement. Celle de nous être tus si longtemps. Mais maintenant. Nous combattons ensemble. Pour de vrai. Les jours suivants furent un kaléidoscope de dépositions. D'enquêtes internes au barreau. Et de nuits blanches à son chevet. Notre amour naissant devint notre encre, des baisers volés entre les visites. Des promesses chuchotées sur l'oreiller d'hôpital. La presse s'empara de l'affaire agression violente contre avocat parisien, un scandale judiciaire, titrait Le Monde. Et nous nous retrouvâmes sous les feux des projecteurs. Non plus comme collègues mais comme un couple uni face à l'adversité. La kermesse atteignit son paroxysme lors du procès final. Notre client. Libéré sous caution grâce à nos preuves irréfutables des enregistrements volés révélant la corruption d'un haut fonctionnaire. Témoigna avec une dignité poignante. Pierre. L'épaule bandée mais l'esprit indompté. Plaida avec une ferveur qui fit taire la salle. La justice française n'est pas qu'un code.
Messieurs les juges. C'est un rempart pour les amours persécutés. Pour les silences brisés qui libèrent les âmes. Ces mots, chargés de notre histoire personnelle, résonnèrent comme un hymne à la tolérance. Le verdict fut une victoire, acquittement pour notre client. Inculpation pour les corrompus. Mais pour nous, le vrai triomphe vint plus tard. Sur les quais de Seine un soir d'été, où Pierre s'agenouilla non pour un anneau, mais pour un serment. Antoine. Après 15 ans d'amitié et de silence, veux-tu 15 ans de plus d'amour assumé? Je laissais me relever. Nos lèvres scellant le pacte. Oui. Pierre. Et tous les ans qui suivront. Paris. Témoin indifférent de nos joies et de nos peines. Scintilla ce soir-là d'une lumière nouvelle. Nous avions appris que l'amour, même tardif, même gai dans un monde encore hésitant, était la plus belle plaidoirie, celle du cœur contre le silence. Les mois qui suivirent cette déclaration sur les quais furent un tourbillon de découvertes et de défis. Notre relation, autrefois confinée au recoin secret du cabinet, s'épanouit au grand jour. Bien que avec prudence. Paris. Ville des amours impossibles. Nous accueillit avec une tolérance tiède, des regards curieux dans les cafés. Des félicitations murmurées par des collègues bienveillants. Mais aussi des murmures acides de ceux pour qui deux hommes main dans la main défiaient encore l'ordre ancien. Pierre, avec son charisme naturel, balayait les ombres d'un éclat de rire, moi. Plus réservé. Je me surprenais à tenir sa main plus fermement lors de nos promenades du dimanche le long des berges de la Marne. Un matin de septembre, alors que les feuilles jaunissaient dans le jardin du Luxembourg, une lettre arriva au cabinet. Pas un dossier ordinaire, mais une invitation inattendue, un congrès international sur les droits LGBTQ+ à Lyon. La ville natale de Pierre. Allons-y ensemble, proposa Théil. Les yeux pétillants. C'est l'occasion de montrer au monde qui nous sommes. J'hésitais, hanté par les souvenirs de mon enfance bordelaise. Où mon père, ouvrier rigide, avait qualifié les déviants de fléau social. Mais Pierre insista. Et bientôt, nous embarquions dans le TGV. Nos bagages chargés de costumes impeccables et de cœurs légers. Lyon nous enveloppa de son Mistral doux et de ses traboules sombres. Ces passages secrets qui semblaient faits pour nos amours naissantes. Le congrès fut une révélation, des militants trans d'Espagne. Des activistes lesbiens d'Allemagne. Tous unis dans un cri pour l'égalité. Pierre prit la parole un soir, évoquant notre agression comme un témoignage vivant de la violence résiduelle en France. L'amour n'est pas un luxe, déclara-t-il à la foule, mais un droit fondamental. Gravé dans l'article 1 de notre Déclaration des droits de l'homme. Applaudissements tonitruants. Et moi, dans l'ombre de l'auditoire, je sentis une fierté gonfler ma poitrine, mêlée à un désir ardent de le revendiquer publiquement. Ce soir-là, dans une chambre d'hôtel surplombant la Saône, nous nous abandonnâmes l'un à l'autre avec une urgence nouvelle. Ses mains, calleuses d'années à griffonner des mémoires, tracèrent des chemins de feu sur ma peau, mes lèvres, habituées aux plaidoiries mesurées, murmurèrent des aveux que je n'avais jamais osé formuler. Je t'aime, Pierre. Depuis le premier jour où tu m'as tendu ce café trop sucré lors de notre stage au parquet. Il rit contre mon cou. Un son qui vibra en moi comme une corde pincée. Et moi. Depuis que tu as corrigé mon erreur sur l'article 6 de la CEDH. Avec ce sourire qui m'a désarmé. Mais l'euphorie fut de courte durée. De retour à Paris. Une ombre plana, claire.
L'ex-femme de Pierre. Réapparue comme un fantôme du passé. Avocate reconvertie en médiatrice familiale. Elle contacta le cabinet pour une consultation sur une affaire de garde partagée impliquant un couple homoparental. C'est le hasard? Jura Pierre quand je l'interrogeai. Les sourcils froncés. Mais elle c'est pour nous. Antoine. Elle m'a félicité. Même. Je hochai la tête. Mais un doute s'insinua. Venimeux, et si ce passé ressurgissait pour nous séparer? La consultation eut lieu dans notre salle de réunion. Baignée de lumière froide. Claire. Élégante dans un tailleur gris perle. Nous salua avec une chaleur mesurée. Félicitations pour votre couple. Dit-elle à Pierre. Ses yeux verts si semblables aux miens glissant vers moi avec une curiosité polie. Vous avez l'air heureux. Mais sous les mots, je sentis une tension, des souvenirs partagés. Des années de mariage qui laissaient des cicatrices. L'affaire qu'elle portait était poignante, un père refusant la garde à sa fille parce que sa mère vivait avec une femme. Et nous plongeâmes dedans avec ferveur, transformant notre bureau en bastion de la justice inclusive. Pourtant, les dîners innocents que Claire proposa pour discuter stratégie se multiplièrent. Pour le bien de l'enfant, insistait Pierre. Mais je voyais les regards prolongés. Les rires complices qui ravivaient un lien que je croyais rompu. Une nuit. Après un verre de trop au Procope. Je craquai, es-tu sûr de ce que tu veux? Pierre? Elle est ton passé. Mais est-ce que je suis ton futur? Il me serra contre lui. Sous les arcades historiques. Tu es tout. Antoine. Claire est une amie. Rien de plus. Mais si le doute te ronge, parlons-en. Comme nous parlons toujours. Cette vulnérabilité nous rapprocha, nous forçant à creuser les fondations de notre amour. Nous consultâmes un thérapeute de couple. Un homme d'une cinquantaine d'années nommé Laurent. Spécialiste des relations queer à Paris. Ces séances. Dans un cabinet cosy du 11e arrondissement. Dénudèrent nos peurs, ma crainte d'être un second choix. La culpabilité de Pierre d'avoir trahi son mariage hétéro. L'amour n'est pas une ligne droite, nous dit Laurent. Mais un labyrinthe où l'on se perd pour mieux se retrouver. Ces mots devinrent notre mantra. Et bientôt, Claire s'effaça gracieusement, nous laissant l'espace pour grandir. L'hiver arriva, drapant Paris d'un manteau de givre qui rendait nos étreintes plus précieuses. Nous adoptons une routine, matin partagé avec des croissants chauds et le Figaro. Soirée à l'Opéra Bastille où Pierre, passionné de Verdi, me serrait la main lors des airs tragiques. Mais la kermesse ne s'arrêta pas là. Une nouvelle affaire nous tomba dessus, la défense d'un jeune artiste gay. Accusé de diffamation après avoir exposé des toiles dénonçant l'homophobie dans l'art français. Les tableaux, crus et poignants, dépeignaient des scènes de rejet familiaux. Et le galeriste? Un conservateur influent. Criait au scandale. Pierre et moi nous immergeâmes dans la préparation. Visitant l'atelier de l'artiste dans le Belleville bohème. Là, entouré de toiles éclaboussées de couleurs vives. Nous entendîmes son histoire, un coming out forcé à 18 ans. Une famille qui l'avait renié. Et une France qui, malgré ses lois progressistes, laissait encore des plaies ouvertes. Votre amour, nous dit-il. Les yeux brillants. C'est ce qui me donne espoir. Deux hommes comme vous, avocats, ensemble. Ça prouve que le monde change. Inspiré. Nous plaidâmes avec une passion qui fit vibrer la cour d'appel. Pierre,
Sa voix résonnant dans la salle gothique du palais. Invoqua Balzac et Proust. Ces géants littéraires français qui avaient aimé en secret. L'art, comme l'amour, n'est pas un crime mais une vérité criée. Le juge, une femme d'une soixantaine d'années au regard perçant, acquitta l'artiste sous les applaudissements contenus. Cette victoire nous catapulta dans les cercles militants. Nous parlâmes à des associations comme SOS Homophobie. Partagions nos témoignages lors de tables rondes au centre LGBT de Paris. Pierre, autrefois si discret, devint une voix publique pour les droits. Et moi, je le suivais, apprenant à assumer notre histoire. Mais sous cette lumière, des ombres personnelles surgirent. Ma mère, veuve bordelaise, apprit notre relation par un article dans Sud-Ouest. Son appel fut un mélange de larmes et de questions. Mon fils, es-tu heureux? C'est tout ce qui compte. Je pleurais avec elle au téléphone, libérant des années de mensonges. Pierre, de son côté, affronta sa famille provençale lors d'un Noël à Avignon. Les olives et le pastis coulaient. Mais les silences pesaient. Son frère aîné, un vigneron traditionnaliste, fronça les sourcils. Un avocat gay. Et alors? Tant que tu es heureux. Ces mots, simples, brisèrent une barrière millénaire. Au printemps, alors que les cerisiers fleurissaient le long de la Seine, nous décidâmes de formaliser notre union. Pas un mariage tape à accent Graveleuil, mais une cérémonie civile intime à la mairie du 5e. Entourée d'amis et de collègues. Claire fut là, témoin rayonnante. Et notre client immigré, désormais citoyen français, lut un poème sur l'amour sans frontières. Après 15 ans de silence, nous écrivons maintenant le chapitre le plus beau, murmura Pierre en glissant une alliance simple à mon doigt. Pourtant, même dans cette félicité, la vie nous réserva des épreuves qui testèrent la solidité de notre lien. L'été 2026 apporta une vague de chaleur étouffante à Paris. Et avec elle, une affaire qui nous plongea dans les abysses de la justice. Un adolescent trans, prénommé Léo, 16 ans, fuyait un centre éducatif où il subissait des thérapies de conversion illégales, masqué sous couvert de soutien psychologique. Ses parents, issus d'une frange conservatrice de la bourgeoisie lyonnaise, avaient engagé un cabinet rival pour le rapatrier, invoquant la protection parentale. Pierre et moi, alertés par une association, prîmes sa défense pro bono, transformant notre bureau en refuge. Léo arriva un soir pluvieux. Frêle silhouette encapuchonnée, les yeux verts emplis de terreur et de défi. Je ne retournerai pas là-bas, murmura-t-il en serrant un sac à dos usé. Ils essaient de me guérir, mais je suis qui je suis. Son histoire nous brisa, des injections hormonales forcées, des prières coercitives. Une France qui, malgré l'interdiction formelle en 2022, laissait encore des failles par lesquelles s'infiltraient les ténèbres. Pierre, le protecteur né, l'accueillit comme un fils. Ici, tu es en sécurité. Léo, nous combattrons pour toi. Moi, plus analytique. Je compilais les preuves, témoignages d'ex-patients. Expertise médicale. Violation flagrante de la loi Badinter sur les droits de l'enfant. Nos nuits se muèrent en marathon. Pierre veillant sur Léo endormi sur le canapé du bureau tandis que je rédigeais des mémoires jusqu'à l'aube. Dans ces moments, notre amour se renforçait, un baiser volé au-dessus d'un clavier. Une main sur l'épaule pour ancrer l'autre dans la tempête.
Le procès s'annonça comme un champ de mines. La cour de famille au tribunal de grande instance de Paris grouillait de journalistes, attirés par le scandale. Les parents de Léo. Un couple quinquagénaire au visage figé par l'orgueil. Pleurèrent crocodile, nous voulons juste sauver notre enfant. Pierre, dans sa robe noire impeccable, les démonta avec une précision chirurgicale. Sauver? Ou contrôler? L'article 371-1 du Code civil protège l'intérêt supérieur de l'enfant, pas les préjugés des adultes. Léo témoigna. Voix tremblante mais ferme, décrivant les nuits de cauchemar. Les promesses de normalité et qui n'étaient que chaînes. Moi, en soutien, j'invoquais les conventions internationales, la CEDH, l'ONU, ses remparts contre l'horreur. Le juge, un homme d'une cinquantaine d'années au regard las, médita longuement avant de statuer, placement provisoire chez une famille d'accueil queer, et poursuite contre le centre. Victoire amère. Car Léo, libéré, nous serra dans ses bras en sanglotant, merci. Vous m'avez donné une voix. Cette affaire nous changea. Pierre, hanté par les échos de sa propre jeunesse, un coming out tardif à 25 ans. Rejeté puis accepté par sa famille, se lança dans une campagne pour renforcer les lois anti-conversion. Je l'accompagnais, écrivant des articles pour Libération, participant à des débats télévisés où nos visages, côte à côte, symbolisaient un front uni. Paris, ville des Lumières, s'illumina de nos efforts, pétitions, manifestations place de la République, où des milliers de voix crièrent amour libre, corps libre. Mais au cœur de cette ferveur, une crise personnelle éclata. Lors d'une retraite militante en Normandie, Pierre reçut un appel de son médecin, un bilan de santé alarmant. Des marqueurs inquiétants pour un cancer de la prostate, héréditaire dans sa lignée provençale. Ce n'est pas sûr, me dit-il ce soir-là, sur la plage de Deauville balayée par le vent. Mais si c'est vrai, je ne veux pas t'entraîner dans l'enfer. Je le giflai presque de mots, ne t'avise pas de me protéger en me laissant. 15 ans. Pierre. Et maintenant? Nous affrontons ça ensemble. Comme tout. Les larmes salées se mêlèrent au sel marin. Et nous fîmes l'amour sur le sable froid. Un acte de défi contre la fatalité. Les semaines suivantes furent un calvaire, biopsie, chimio préventive. Rendez-vous à l'hôpital Curie où Pierre, amaigri mais vaillant, serrait ma main lors des IRM. Je jonglais entre le cabinet et son chevet, déléguant des dossiers à des associés. Mais chaque nuit, la peur me rongeait. Et si je te perds, murmurais-je contre son torse, écoutant son cœur battre comme un métronome de survie. La nouvelle fut un miracle, bénin. Opérable. Avec un pronostic radieux. Pierre émergea de la chirurgie comme un phénix. Plus fort. Plus reconnaissant. Tu m'as sauvé. Antoine. Pas les médecins. Ton amour est mon meilleur traitement. Nous célébrâmes avec un voyage à Bordeaux, ma ville natale, où ma mère nous cuisina un magret de canard. Les yeux humides de joie. Vous êtes beaux ensemble. Mes fils, dit-elle. Et pour la première fois, je crus en un monde sans barrières. L'automne ramena une affaire plus légère, mais tout aussi émouvante, la défense d'un couple lesbien refusant un bail discriminatoire dans le 16e arrondissement. Bastion bourgeois. Nous plaidâmes pour l'égalité locative, invoquant la loi Elan et les directives européennes. Victoire rapide. Mais le vrai gain fut de voir Pierre,
Guéri. Rire aux éclats lors du pot de la victoire. Son bras autour de ma taille en public. Sans crainte. Noël arriva. Et nous l'accueillîmes dans notre appartement rénové du Marais. Guirlandes scintillantes et sapins chargés d'ornements militants, un ruban arc-en-ciel en guise d'étoile. Léo, désormais sous tutelle bienveillante, nous rejoignit pour le réveillon. Apportant un tableau abstrait de couleurs vives, pour vous, mes héros. 2027 s'ouvrit sur une note d'ambition, Pierre fut nommé au Conseil de l'Ordre des avocats de Paris. Une reconnaissance de son engagement pour les droits humains. Moi. Je lançais un blog sur la justice inclusive. Chroniquant nos batailles anonymisées. Touchant des milliers de lecteurs queer à travers la France. Notre couple devint un symbole discret. Interviewé par France Inter sur les défis des relations homo dans le milieu professionnel. Le silence tue plus que les jugements, déclara Pierre à l'antenne. Brisez-le. Et vous trouverez la liberté. Mais la vie, cette grande dramaturge, réservait un rebondissement inattendu. Lors d'une conférence à Strasbourg, sur les droits européens, nous rencontrâmes Alexandre, un jeune procureur belge, charismatique et ouvertement gay, qui flirtait ouvertement avec Pierre lors d'un dîner networking. Votre plaidoyer sur la CEDH était brillant. Minaudat-il, posant une main sur son bras. On pourrait discuter plus. Intimement, je vis la scène depuis l'autre bout de la salle. Un pincement au cœur que je crus être de la jalousie futile. De retour à l'hôtel, l'orage éclata. Tu l'as encouragé, m'écriai-je. Les mots jaillissant comme un aveu refoulé. Après tout ce que nous avons traversé. Tu laisses un gamin te tourner autour, Pierre? Surpris. Se défendit, c'était rien. Antoine. Juste du flirt innocent. Mais toi. Tu doutes encore de moi. La dispute s'enflamma. Ravivant des insécurités enfouies, mon passé de relations éphémères. Sa culpabilité post-mariage. Nous passâmes la nuit séparés. Lui sur le balcon surplombant la cathédrale. Moi roulé en boule dans les draps froids. Au matin. Un café partagé et des excuses sincères pansèrent la plaie. Nous ne sommes pas parfaits. Admis-il. Mais nous apprenons. Promets-moi d'en parler au lieu de bouillir intérieurement. Cette crise nous mena à une thérapie de couple renouvelée. Où l'aurons-nous appris l'art de la communication vulnérable? L'amour durable n'évite pas les tempêtes. Il les traverse. Bientôt. Alexandre devint un ami. Et nous rîmes de l'incident lors d'un week-end à Amsterdam. Ville des canaux et des libertés. Où nous flânâmes main dans la main. Visitant le Rijksmuseum pour nous inspirer de Rembrandt et ses portraits intimes d'hommes aimés. L'été apporta une joie pure, l'adoption de Léo par une famille d'accueil stable. Et notre rôle de parrain lors de la fête. Le jeune homme, désormais 17 ans, rayonnait dans un costume slim. Ses cheveux teints en bleu symbolisant sa renaissance. Sans vous, je ne serais pas là, dit-il en nous embrassant. Et Pierre, ému, essuya une larme, c'est toi qui nous as sauvés. Petit. Une affaire internationale nous occupa ensuite, la défense d'un réfugié syrien gay. Traqué par des milices. Demandant l'asile en France. Les entretiens à la préfecture de police furent un supplice, traducteur maladroit. Bureaucrate sceptique. Mais nous compilâmes un dossier béton, preuve médicale de torture. Témoignage d'ONG comme Amnesty. Pierre plaida devant la Cour nationale du droit d'asile. Sa voix un torrent de compassion. La France, terre des droits de l'homme,
ne peut fermer ses portes à ceux qui fuient l'horreur pour aimer. Accordé. L'asile devint une victoire collective. Célébrée avec une manif sur les Champs-Élysées. Où des drapeaux arc-en-ciel flottaient sous l'Arc de Triomphe. Dans la foule, je serrai Pierre contre moi. Sentant son cœur battre au rythme de la musique militante. 15 ans pour en arriver là. Murmura-t-il. Et l'infini devant nous. L'automne nous surprit par une grossesse surprise, non la nôtre, mais celle d'une cliente lesbienne portant via PMA. Contestée par son ex-compagne. Nous naviguâmes les méandres du Code civil. Plaidant pour la coparentalité égalitaire. Le bébé naquit lors d'une audience. Et la mère, en larmes, nous nomma parrains honoraires. Votre amour inspire le nôtre, dit-elle. Et nous quittâmes la maternité de Port-Royal le cœur gonflé. Pour Noël, nous partîmes en Provence. Chez la famille de Pierre. Les vignes rougissaient sous le soleil bas. Et son frère, adouci par le temps, nous offrit un vin millésimé, à votre santé. Les amoureux rirent autour de la table. Et pour la première fois, je me sentis chez moi dans cette terre de la Vendée de secrets. 2028 débuta par un défi personnel. Pierre, promu associé senior, me proposa de fusionner nos pratiques en un cabinet dédié au droit queer. Ensemble, nous changerons la loi. Pas juste les cas. J'acceptai. Et notre avocat pour l'égalité ouvrit ses portes rue des Archives. Avec une plaque arc-en-ciel discrète. Les clients affluèrent, couple mixte, trans en transition, migrants LGBTQ+. Une affaire nous marqua profondément, celle d'une femme trans de 50 ans. Élise. Licenciée pour incompatibilité après son coming out. Nous attaquâmes pour discrimination. Invoquant la directive 2000/78/CE. Le procès au tribunal de commerce fut féroce, avocats adverses invoquant la liberté d'entreprise. Mais Élise témoigna avec une grâce déchirante, j'ai attendu 40 ans pour être moi. Ne me volez pas ma dignité professionnelle. Pierre conclut, la France a aboli l'esclavage. L'a-t-elle remplacé par l'esclavage des identités? Victoire. Et Élise nous rejoignit comme assistante. Formant un trio invincible. Le printemps fleurit nos vies d'une douceur inattendue. Lors d'un week-end à la Côte d'Azur, Pierre me demanda en mariage formel, un genou à terre sur la plage de Nice. Au coucher du soleil. Antoine, veux-tu m'épouser? Non pour la loi, mais pour l'éternité? Les vagues applaudirent mon oui. Et nous rentrâmes à Paris auréolés de sel et de promesses. Les préparatifs du mariage devinrent une aventure, invitation calligraphiée. Un traiteur végan pour nos amis militants. Une robe au nom. Un costume sur mesure pour moi. Taillé par un designer queer de Marseille. Ma mère descendit de Bordeaux. Émue aux larmes lors de l'enterrement de vie de garçon au Moulin Rouge. Où burlesque et confetti célébrèrent notre joie. La cérémonie. En juillet sous un ciel azur. Se tint dans un jardin caché du 7e arrondissement. Avec la tour Eiffel en toile de fond. Vœux personnels, Pierre évoqua nos 15 ans de silence comme un prologue nécessaire, moi. Je promis de briser tous les silences futurs. Baiser sous les pétales de rose. Et une réception où Léo, majeur désormais, porta un toast à l'amour qui gagne ses procès. La lune de miel nous mena en Toscane. Mais un appel urgent nous ramena, une urgence au cabinet. Un jeune non-binaire en détresse suicidaire. Nous annulâmes les vignobles pour un vol de nuit. Atterrissant à Orly pour serrer dans nos bras un adolescent nommé Sam. Sauvé par une hotline. Votre mariage m'a donné espoir. Sanglota Théil.
Voir deux hommes s'aimer publiquement. Cette interruption nous rappela que l'amour était service autant que passion. De retour, nous renforçâmes notre engagement, conférence à l'Université Sorbonne sur le droit familial queer. Partenariat avec le Défenseur des droits. Pierre publia un livre. Silence brisé, plaidoyer pour l'amour. Best-seller qui toucha même les cœurs conservateurs. Mais l'adversité frappa à nouveau. Une vague réactionnaire balaya la France, émeutes anti-LGBTQ+ à l'occasion du Pride Month. Déclenchée par un discours populiste d'un député d'extrême droite. Notre cabinet fut vandalisé aux vitres brisées. Graffiti homophobe. Et Pierre reçut des menaces de mort. Fermons temporairement des jeux. Terrifié. Non. Répondit-il. Les poings serrés. C'est maintenant qu'il faut résister. Nous renforçâmes la sécurité. Mais la peur s'insinua, nuits agitées. Regard méfiant dans le métro. Lors d'une manif place de la Bastille. Une bouteille vola. Atteignant Pierre à la tempe. Sang et chaos. Et moi. Le portant à l'hôpital. Jurant vengeance par la loi. L'enquête mena à un groupuscule radical. Et nous plaidâmes contre eux pour incitation à la haine. Victoire symbolique, condamnation. Mais la plaie resta ouverte. Dans l'intimité, Pierre confia, ça me ramène à mes doutes. Antoine. Suis-je égoïste de t'exposer à ça? Nous nous exposons ensemble, répliquai-je. Pensant sa blessure. Cette épreuve forgea notre résilience. Nous poussant à fonder une fondation, Arc-en-Ciel Justice. Pour former des avocats pro bono en droit queer. L'hiver 2028 nous trouva apaisés. Célébrant notre anniversaire de mariage avec un dîner aux chandelles chez Guy Savoie. Toast à l'avenir, peut-être l'adoption. Un enfant à aimer comme nous nous aimons. 15 ans de silence. Un an de cris de joie, rit Pierre. Trinquant au champagne. 2029 apporta une affaire épique, la contestation d'une loi restrictive sur la PMA pour les couples homo. Portée devant le Conseil constitutionnel. Pierre et moi coordonnâmes un collectif d'avocats. Amicus Curiae de poids lourds comme Amnesty. Les audiences au Palais Royal furent tendues aux sages en toge noire. Arguments ciselés. Mais notre plaidoirie. Un duo synchronisé. Frappa fort, l'égalité n'est pas un privilège, c'est le fondement de la République. La décision, loi validée. PMA ouverte à tous. Jubilation nationale. Et nous? Au cœur de la tempête? Nous embrassâmes sur les marches du palais. Flash crépitant. L'été suivant. Nous adoptons notre premier enfant, une petite fille de 4 ans. Mia. Orpheline d'un accident. Placée par l'aide sociale à l'enfance. Son regard chocolat. Sa frimousse espiègle nous conquiert lors de la première visite. Papa Pierre. Papa Antoine, gazouilla TL bientôt. Et notre appartement du Marais s'emplit de jouets et de rires. La parentalité queer nous confronta à des regards, jugements au parc de Butte-Chaumont. Questions innocentes de Mia sur pourquoi pas de maman? Nous répondîmes avec vérité. Lisant des livres comme Deux papas pour Mia. Cultivant un foyer arc-en-ciel. Pierre. Le conteur né. Inventait des histoires de chevaliers gays sauvant des princesses indépendantes, moi. J'enseignais les bases du droit avec des puzzles de la Constitution. Une crise surgit quand Mia tomba malade, une fièvre persistante. Diagnostiquée comme une infection rare. Hôpital Necker. Nuit blanche. Et Pierre? Blême? Murmura, pas elle. Pas après tout. Je le tins. Priant un athéisme fervent pour un miracle.
Les médecins agirent. Et Mia guérit. Nous apprenons la fragilité de la joie. Travail et famille s'entremêlèrent, Léo, désormais étudiant en droit à la Sorbonne. Stagiaire chez nous. Aidant sur une affaire de harcèlement scolaire contre un élève non-binaire. Vous m'avez tout appris, dit-il. Et nous sourîmes. Fiers. L'automne nous vit voyager en famille, un séjour à Lisbonne. Ville sœur de Paris en tolérance. Où Mia courut sur les tramways jaunes. Pierre et moi nous tenant la main au Miradouro de Santa Catarina. C'est ça. La vie, soupira Théil. Embrassant mon front. De retour. Une affaire touchante, la succession d'un oncle décédé. Léguant tout à son compagnon secret. Contesté par des neveux homophobes. Nous plaidâmes pour la reconnaissance post-mortem des unions de fait. Invoquant l'article 515-1. Victoire émouvante. Et le compagnon. Un retraité de 70 ans. Nous remercia avec des larmes, vous honorez les silences des anciens. Noël 2029 fut magique, Mia découvrant ses cadeaux sous le sapin. Léo de passage avec sa petite amie. Ma mère tricotant des écharpes pour ses petits-enfants. Pierre et moi. Épuisés mais comblés. Dansâmes une valse lente sur la vie en rose. Paris scintillant dehors. 2030 marqua un tournant, Pierre. À 47 ans. Fut élu bâtonnier adjoint. Premier ouvertement gay à ce poste. Son discours d'investiture au palais, la justice doit être un arc-en-ciel. Pas un monolithe. Applaudissements. Et moi. Dans la salle. Gonflé de fierté. Mais la célébrité attira les ombres, un scandale fabriqué par la presse People. Alléguant une affaire avec un client. Rumeur toxique. Et Pierre? Blessé. Douta, suis-je un bon modèle? Nous contre-attaquâmes par un communiqué. Et la vérité prévalut. Renforçant notre alliance. L'été nous offrit un repos, vacances en Bretagne. Crêpes et dunes avec Mia. Qui collectionnait des coquillages comme des trésors. Là. Pierre confia un rêve, écrivons notre histoire. Pour Mia. Pour les autres. Ainsi naquit notre mémoire. 18 ans d'amour, du silence à la lumière. L'automne 2030 apporta une nouvelle adoption, un garçon de 2 ans. Théo. Avec des boucles blondes et un sourire contagieux. Notre famille s'agrandit. Le marais vibrant de cris joyeux et de leçons d'alphabet. Pierre. Le papa ludique. Construisait des forts, moi. Le structurait. Lisait des contes sur l'égalité. Une affaire nous mobilisa, la défense d'une école privée refusant l'inscription d'un enfant trans. Bataille acharnée contre l'administration. Plaidoirie devant le tribunal administratif. L'éducation est un droit. Pas un club select, tonna Pierre. Victoire. Et l'enfant? Prénommé Alex. Entra en CE1. Fier. L'hiver fut doux, Noël avec les enfants. Traîneau imaginaire dans les Tuileries. Mais une tempête personnelle, ma santé vacilla. Un burn-out après des mois intenses. Pierre me força au repos. Organisant un séjour thermal à Vichy. Tu m'as soigné, à mon tour, dit-il. Massant mes épaules tendues. Guéri. Je revins plus fort. Et nous lançâmes un podcast, Plaidoyer intime. Où couples queer partageaient leur silence brisé. Succès viral. Touchant des villages reculés de France. 2031 débuta par une reconnaissance, médaille de la Légion d'honneur pour Pierre. Pour service rendu à la justice inclusive. Lors de la remise à l'Élysée.
Le président serra nos mains, vous incarnez la France moderne. Mia et Théo. En costume miniature. Volèrent la vedette. Une affaire internationale aide à un diplomate ukrainien gay fuyant la guerre. Demandant asile. Dossier secret. Liaison avec Interpol. Succès. Et gratitude éternelle. L'été, road trip en Provence. Vigne et marché avec les enfants. Théo apprit à dire « je t'aime » en provençal. Faisant fondre Pierre. Rantour. Crise mineure, dispute sur l'éducation des enfants. Moi pour la rigueur. Pierre pour la liberté. Résolu par une thérapie familiale. Renforçant nos liens. Noël, dîner avec Élise et Léo. Désormais avocate. Toast à l'avenir. 2032 fut l'année des défis joyeux. Mia. 6 ans. Rentra en CP. Dessin de notre famille arc-en-ciel. Théo. 4 ans. Babillé en français et occitan. Affaire marquante, contestation d'une réforme sécuritaire menaçant les prides. Manifestation. Pétition. Plaidoirie au Conseil d'État. La liberté d'assembler est sacrée, clamâmes-nous. Blocage de la réforme. Vie perso, Pierre et moi. Célébrant 20 ans d'amitié, 5 de mariage. Un voyage à New York. Times Square arc-en-ciel nous rappelant nos racines. Retour, Burnou de Pierre. Repos à la montagne. Rôles inversés. Je devins son encre. Automne, naissance d'un 3e enfant? Non. Mais parrainage d'un bébé PMA d'un couple client. Hiver, Noël enneigé. Carole est fondue. 2033, Pierre nommé juge à la Cour de cassation. Premier gay assumé. Discours émouvants, justice pour tous les amours. Affaire finale, défense collective pour une loi anti-homophobie renforcée. Victoire législative. Vie, enfant grandissant. Mia passionné de droit. Théo artiste. Les années s'écoulèrent comme la Seine. Paisible et profonde. À 50 ans. Pierre et moi. Cheveux grisonnants mais regards vifs. Contemplions notre legs, un cabinet florissant. Une famille unie. Une France plus inclusive. Mia et Théo. Adolescents fiers. Défilé au Pride avec nous. Léo marié et père. Un soir d'automne 2040. Sur notre balcon du Marais. Pierre murmura, 25 ans depuis ton aveu. Et chaque jour. Je t'aime plus. Et moi. Répondis-je. Nos mains entrelacées. Le silence n'est plus qu'un souvenir. Notre amour. Né du silence. Devint légende, preuve que l'amitié peut fleurir en éternité. Que le courage vainc les ombres. Et que dans les méandres de la justice humaine. L'amour est la plus belle sentence.